Dans le cadre plus général de la hiéroglossie, tel que j'ai essayé d'en définir les contours à travers plusieurs aires linguistiques, il est évident que la relation qui s'est instaurée dans l'espace culturel que j'appellerais volontiers Kambun Bunkaken en sino-japonais, nous avons déjà essayé plusieurs appellations. Ce matin, M. Kominé a parlé de Kanji Kambun Bunkaken. Je sais que le professeur Saito n'est pas très enthousiaste pour Kambun Bunkaken, et je pense que maintenant aussi les savants chinois et certains japonais parlent beaucoup de Kambunkaken, de Hanwen Huachuan, ça peut faire l'objet d'une discussion. Donc, qui est donc centré sur la langue chinoise écrite, cette relation donc présente des différences importantes avec les autres domaines langagiers qui illustrent ce phénomène. Il vient d'être fait allusion par le professeur Wickstead, mais je reviens un peu dessus. La différence la plus manifeste se situe bien sûr dans la fonction communicative de ce que l'on peut appeler le chinois littéraire. Appellation très pratique en ce qu'elle décrit précisément cette fonction. Elle est littéraire, écrite. Simplifions pour un instant la situation, je la simplifie grandement, en attribuant à la totalité de l'Eurasie seulement 4 zones hiéroglossiques, la latine, l'arabe, la sanscrite et la chinoise. Chacun comprendra aussitôt la différence. La connaissance des 3 premières langues, le latin, l'arabe, le sanskrit, implique la possibilité de les utiliser pour la communication orale, alors que connaître le chinois écrit est une toute autre chose que de savoir parler chinois. Je mentionnerai à ce propos un exemple très frappant. Dans le délicieux livre de souvenirs traduit en français sous le titre « Avec les manuscrits arabes », vous avez la référence ici, Ignace Kratchkovski, l'un des grands noms des études arabes russes et soviétiques, il est mort en 1951, donc un peu avant Staline, une époque délicate. Il raconte comment, à la fin du XIXe siècle, jeune arabisant formé à la philologie classique à Saint-Pétersbourg est parti dans le Caucase à la recherche de fonds manuscrits, il se trouve à parler en arabe classique avec des lettrés ingouches. Maintenant, nous voyons les ingouches et les tchétchènes sous d'autres aspects que des lettrés musulmans, mais à l'époque, donc, il a pu parler avec des lettrés ingouches versés dans les lettres et la théologie arabe. Il paraît que ce passage dans l'original russe de son livre de souvenirs, qui s'appelait « Sur les manuscrits arabes », il paraît que ce passage avait été censuré dans l'original russe du livre, publié sous Staline. Il faut d'ailleurs admirer dans cet acte de censure la perspicacité de la police de la pensée stalinienne, qui avait parfaitement compris l'importance de la hiéroglossie sans en connaître le terme. Admettre qu'un groupe ethnoculturel aussi marginal que put être l'Ingouchie ou la Tchétchénie, vu de la métropole russe soviétique, fut en réalité au cœur d'une relation linguistique et religieuse dont le centre et l'aire de diffusion ne coïncidaient nullement avec les projets que je qualifierais ici sans nuance de coloniaux, ne s'est certainement pas à l'ordre du jour. Ce qui est très intéressant aussi, et Kratchkovski le souligne, c'est que les deux parties, la russe, lui, et les ingouches, les lettrés ingouches, avaient bel et bien recours au seul état de la langue arabe qu'ils connussent, c'est-à-dire l'arabe littéraire, la Fusha, n'est-ce pas, ainsi qu'on l'appelle à présent, bien qu'elle fût certainement beaucoup plus littéraire à l'époque que ce que l'on appelle maintenant le Standard Literary Arabic. Il n'était nullement question d'avoir recours aux différents états de langue parlée, comme cela aurait pu être le cas au Proche-Orient ou au Maghreb. C'était donc les niveaux prestigieux de la langue qui était utilisée par des non-arabophones. De la même façon, le grand nombre des études tibétaines du XXe siècle, à qui je me suis permis de comparer le professeur Zacchetti, l'italien Giuseppe Tucci, né en 1894 et mort en 1984, qui écrivit ses travaux académiques en anglais et ses récits plus personnels en italien, ne manquait pas de préciser dans ses récits de voyage en Himalaya, toujours passionnant à lire, qu'il pouvait dialoguer des heures durant en sanskrit avec les panditas rencontrés dans les villages népalais. Inutile d'accumuler les exemples. Et en écho à ce que vient de dire le professeur Wickstead, je ne ferai que mentionner pour le monde de la langue latine le cas d'Arminius Vambéry, qui est connu de beaucoup d'entre nous, j'espère, qui donc un turcologue
turcologue, voyageur et un peu espion britannique sur les bords, mais hongrois d'origine, qui a écrit le célèbre Voyage d'un faux derviche dans l'Asie centrale. Et dans ses mémoires, qui s'intitulent The Story of My Struggles, il relate que, jeune escolier hongrois et impécunieux, il put voyager de façon relativement commode en Europe occidentale grâce à sa connaissance du latin, qui provoquait l'admiration de ceux qu'il rencontrait et lui valait d'être hébergé chez des curés de village contre quelques conversations latines. Ces exemples suffiront à montrer que la connaissance des 3 premières langues classiques que j'ai énumérées permet la communication aussi bien écrite qu'orale, mais bien évidemment entre interlocuteurs de même niveau culturel. Pour ce qui est du chinois littéraire, ce que j'appellerai ici donc le chinois littéraire, sa connaissance ne permettait que la communication écrite. Et les sources japonaises, par exemple, ont le plus souvent distingué entre la connaissance de la langue écrite et de la langue parlée, ainsi que le montre le mémorial adressé à la cour par le grand moine Saicho au tout début du IXe siècle, voulant aller chercher en Chine les doctrines du Tendai, du Tiantai, qui était déjà au Japon d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, dans lequel il précise, pour justifier sa demande d'emmener à ses côtés le jeune moine Gishin, qu'outre les kango, le kango, peut-être faudrait même dire comprendre, qu'il a étudié dès sa jeunesse, comme tout le monde, ce dernier connaît aussi à peu près, hobo, n'est-ce pas, lieu, la langue des Tang, Tangyu, Togo, ce qui lui valait d'accompagner le maître en tant que religieux traducteur, Guho Yakugo. De l'exemple illustre d'Ennin, au IXe siècle toujours, et de son Nitto Guho Junei Kouki, jusqu'au captif coréen Kang Han Kyoko en japonais, mort en 1618, qui avait été captif au Japon dans les toutes dernières années du XVIe siècle, et qui introduisit le penseur japonais Fujiwara Seika, mort en 1619, aux doctrines néo-confucianistes. Le mode de communication en chinois littéraire était le pinceau, Shitsudan, le dialogue au pinceau, le dialogue écrit qu'il aurait été bien impossible de mener oralement. Le style même, la grammaire, pourrait-on dire, interdisait, même en langue chinoise, la compréhension orale. Il y avait bien un style écrit visant à restituer le chinois parlé, ce qu'on appelle le baihua, le hakua, tel qu'il fut amplement développé dans les romans des Ming et des Qing. Mais les lettrés japonais furent toujours très conscients de la différence entre les 2 niveaux de langue, et l'on savait très bien que le baihua nécessitait une étude particulière. C'est peut-être le moment d'insérer une digression importante à propos de la hiéroglossie telle qu'elle se manifeste au Japon à partir de la référence chinoise. Je pense en effet avoir souligné une évolution importante de la sinoglossie japonaise dont on ne fait suffisamment pas cas, à mon avis. Cette évolution est aussi une illustration du rôle de catalyseur linguistique qu'est la religion prise au sens plus large évidemment, dans la hiéroglossie, rôle qui se vérifie dans toutes les configurations culturelles prémodernes. Nous avons vu en effet combien la translation du bouddhisme dans l'ère linguistique chinoise fut importante pour le développement du chinois écrit ancien vers des états nouveaux. Je rejoins la communication du professeur Zaket de ce matin. La nécessité de traduire ou adapter des concepts nouveaux s'accompagnait de l'obligation de préciser en chinois des relations grammaticales qui n'en étaient auparavant que de façon ponctuelle. Nombre singulier ou pluriel, expression de la personne, distinction entre actif et passif, distinction des temps, etc. Peu à peu, les instruments grammaticaux alors utilisés, venant souvent de la langue parlée, de la nouvelle langue parlée, s'entend, le chinois littéraire classique relevant à mon avis d'états antérieurs d'une langue parlée et non pas exclusivement écrite, mais ceci est une autre histoire, en vint à acquérir droit de cité comme marqueur d'un style plus spécifiquement bouddhique. Ce style était utilisé dans les textes écrits, mais reflétait la langue de la prédication, tout spécialement celle des moines du courant Chan, qui se développa de façon spectaculaire entre les Tang et les Song, au moment où des moines chinois, et tout spécialement Dogen, mort en 1253, vint recueillir ce dolce stile nuovo, pourrait-on dire, pour eux, qui était indissociable de l'enseignement du zen. C'est ainsi que la sinoglossie s'enrichit au Japon d'une nouvelle dimension, paradoxale dans la mesure où elle fait figure de code ésotérique pour les lettrés japonais traditionnels qui n'y étaient pas accoutumés, alors qu'elle est une sorte d'élévation à un sur-kambun d'un style qui se voulait en Chine populaire. On remarquera en passant qu'une évolution voisine semble s'être dessinée en Corée,
Yannick Brunton me corrigera, lors de la dynastie Joseon, ainsi que le montre la lecture des sermonnaires Son, donc Chan modernes. Malgré le désir que paraît avoir eu Dogen d'utiliser cette forme de ce que j'appellerais bien le baihua, le hakua, comme langue effectivement orale dans ses sermons prononcés au Heiji dans la dernière partie de sa vie, si l'on se fonde sur les textes conservés dans le second grand recueil du Heihei Koroku, cette pratique n'a manifestement pas pris, alors qu'en Chine, cela va sans dire, elle s'est maintenue jusqu'à l'époque moderne, ainsi qu'en fait foi le sermonnaire du grand Xu Yun, mort en 1959 et né un siècle plus tôt. Il est d'ailleurs délicat d'en préciser l'exacte nature. Avons-nous affaire à une sorte de tactique de la part de Dogen, qui prononçait des sermons en chinois, qui, se montrant ainsi capable de prêcher en chinois parlé, à l'instar de son maître chinois, Zhoujing Niuzhou, légitimait son statut de 51e maître de l'école Caotong Soto, la lignée bifurquant ainsi de plein droit de la Chine vers le Japon. Ou bien, puisqu'un petit nombre de moines chinois avaient fait la traversée avec Dogen, qu'ils considéraient désormais comme leur maître, y avait-il une motivation très pratique de compréhension orale? Ces moines chinois, ne maîtrisant pas le japonais, il fallait les enseigner en chinois. Ou bien, enfin, et c'est la réponse vers laquelle je pencherai plus tôt, n'est-ce pas que Dogen insuffle justement ainsi un vent nouveau dans la sinoglossie traditionnelle, en apportant au Japon, dans la langue japonaise même, tout un nouveau registre de vocabulaire et surtout de locution grammaticale inconnue jusqu'alors. Nous verrons d'ailleurs un processus voisin se répéter à l'époque d'Edo, avec la venue au Japon des religieux chinois chassés par les Mandchous et qui seront à l'origine de la culture dite de Hobaku. Mais répétons-le, le point important est que cette innovation a des bases religieuses, alors que c'est cette connaissance du Hakua Zen qui préparera les lettrés à l'étude du Hakua des romans, qui va aller s'intensifiant, des romans chinois s'entend, qui va aller s'intensifiant tout au long de l'époque d'Edo. Et qu'encore une fois, elle restera dans le registre écrit, sans permettre véritablement, ni d'ailleurs viser, à poser les bases d'une communication directe en chinois parlé avec le continent. Ainsi, la sinoglossie est une affaire bidimensionnelle, comme dans toutes les langues, mais sa fonction de communication internationale est entièrement dans l'espace écrit, alors que sa réalisation orale reste à l'intérieur d'une langue, d'un domaine linguistique. Mais là aussi, la réalité est plus complexe, et l'on en voit le résultat à l'époque moderne. Si le vocabulaire littéraire, composé à peu près pour les 2/3 de termes chinois, comme il a été dit pour le vietnamien ce matin, qu'il soit originellement chinois ou qu'il s'agisse d'un néologisme créé au Japon à l'époque de Meiji, si ce vocabulaire n'est pas intercommunicable oralement, si son unité est cachée par l'abolition des caractères chinois dans les langues vietnamiennes et coréennes de plus en plus actuellement, elle n'en demeure pas moins présente dans les différentes langues de la sinoglossie. C'est pourquoi il paraît essentiel pour la compréhension que chacun a le droit et le devoir d'avoir de sa propre langue, que l'apprentissage de la langue chinoise littéraire ne soit pas abandonné, mais même renforcé dans les différents domaines qui composent la sinoglossie. En renonçant à la connaissance du chinois classique, les différents peuples de la sphère sinoglossique, je ne parle pas de sinosphère, renonceront à une partie fondamentale de la conscience linguistique qu'avaient par exemple tous les écoliers japonais dans le système éducatif mis en place à l'époque de Meiji. Il ne fait pas de doute qu'en comparaison des 3 langues de la hiéroglossie évoquées plus haut, la sinoglossie est originale par cette dimension écrite. C'est aussi celle, il faut le dire, qui a le plus marqué les Européens, d'abord, puis les Occidentaux. Je voudrais attirer l'attention sur une notion qui a vu le jour à ce propos il y a plusieurs siècles et qui, loin de se dissiper, s'est renforcée dans certains milieux, tout en se présentant sous des dehors apparemment plus rationnels, mais tout aussi significatifs. Il s'agit de l'écriture chinoise comme écriture du diable. Rien moins que cela. Bien que l'on puisse sans doute penser, mais je n'ai pas fait de sondage à ce sujet, que l'idée ait pu s'appliquer à d'autres domaines, on peut penser au maya par exemple, appliquée à la sinographie, elle a été d'une singulière vitalité. Il semble que le premier, en tout cas la première attestation que j'en ai trouvée, à l'avoir exprimé fut le franciscain basque espagnol Melchor Oyanguren de Santa Inés, dont le nom latin était Melchior a Santa Agnete Oyanguren, vous avez les dates ici, qui publia en 1738 une Arte de la Lengua Japona. Bon connaisseur de la langue tagalog, dont il rédigea une grammaire, ayant rédigé plus d'une douzaine d'années aux Philippines.
Il profita de son séjour pour se frotter de langue japonaise, plutôt que de l'étudier vraiment, notamment par l'étude de ses prédécesseurs, Joan Rodrigues, j'essaie d'imiter la prononciation de François Lachaud, mais je n'y arriverai pas, donc Joan Rodrigues et Diego Collado. Je ne reviendrai pas sur ceux-ci, j'en ai pas le temps, autrement que pour dire que l'on constate un déclin régulier de connaissance de la langue traitée dans les ouvrages de ces trois missionnaires. Il n'est peut-être pas insignifiant que l'on voit l'ampleur de la réflexion linguistique augmenter à mesure que la connaissance concrète de la langue diminue, ce qui fait du traité de Yanguren une sorte de précurseur de la typologie des langues. La lecture en est d'ailleurs très intéressante et l'on comprend le regain d'intérêt qu'il a suscité depuis quelques années. Mais comme Diego Collado avant lui, Oyanguren, qui a sans doute pu également s'essayer au japonais parlé auprès des chrétiens japonais expulsés qui s'étaient réfugiés à Manille, a décidé d'ignorer complètement l'écriture chinoise qui fait le socle de la culture japonaise. Il en donne l'explication en des termes. Il en donne l'explication en ces termes sans appel au début de la section 1 de son livre où il traite de la prononciation japonaise. Nous parlons ici des lettres gothiques, qui furent celles que les Espagnols introduisirent en divers donc ce sont les lettres latines, les lettres gothiques, qui furent celles que les Espagnols introduisirent en divers royaumes du monde, et non des caractères chinois et japonais, parce que ceux-ci se déploient en plusieurs milliers de caractères, et la vie d'un homme ne suffit pas à les comprendre tous. Ce fut, à mon sens, le moyen qu'imaginaire, conciliable, n'est-ce pas, comme vous voyez, je change la ponctuation, sinon la phrase, je mets la virgule après le discolo. Nous n'allons pas passer l'après-midi dessus, mais sans ça, il me semble que la phrase ne fait pas de sens, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Donc, ce fut à mon sens le moyen qu'imaginèrent les démons pour mieux les confondre, c'est-à-dire les Chinois et les Japonais, ou les missionnaires, et donner plus de peine aux ministres du Saint-Évangile. La chose est claire, l'écriture chinoise, à l'étude de laquelle les lettrés de Chine et du Japon, les pays que considèrent avant tout Yanguren, consacrent une grande partie de leur vie, n'est qu'une conspiration des démons, donc conciliabulo de los demonios, pour constituer une sorte de barrière de protection contre les missionnaires. C'est certainement une action mûrement réfléchie et longtemps à l'avance de la part des puissances infernales. Mais l'on voit clairement ici que cette nature diabolique ne concerne que l'écriture et non les langues, puisque les lettres gothiques suffisent largement à les transcrire. C'est d'ailleurs bien dans ce sens d'écriture donc que l'on retrouve cette idée reprise dans un curieux petit traité qui n'eut heureusement aucun retentissement scientifique, œuvre d'un prêtre belge du XIXe siècle qui se piquait de linguistique et s'intéressa aux langues rares de l'Afrique, appelées à l'époque les langues autantotes et maintenant les langues khoisan, qu'il n'hésita pas d'ailleurs à comparer aux japonais dans des travaux qui n'ont pas fait date. Dans ce mince fascicule d'une vingtaine de pages, donc, dont je vous donne l'intitulé ici, les Elementa Linguae Japonicae Classicae, G.H. Shields, je n'ai pas trouvé les prénoms dissimulés par ces initiales, reprenait ainsi le propos de Yanguren. Je vous donne le texte latin. Vous voyez qu'il y a le père franciscain Melchior Oyanguren de Santa Ives, alors Ignès, qui publia parmi les premiers un art de la langue japonaise, n'hésita pas à dire que l'écriture de cette langue était un artifice du démon qui voulait, grâce à la difficulté de l'art même d'écrire, tenir ces nations à l'écart de la prédication de l'Évangile. On voit ici clairement que le père Shields, malgré les innombrables erreurs dont il parvient à parsemer un texte si court, a au moins ceci de correct qu'il attribue cet artifice démoniaque à l'écriture chinoise et non à la langue japonaise ou chinoise. Il donne d'ailleurs dans son opuscule des tableaux des syllabaires japonais. Il s'agit bien de la sinographie qui est mise en question. C'est pourquoi il est curieux de voir le malentendu qui s'est fait jour à propos de l'interprétation du passage de Yanguren, dont l'un des premiers exposants est Andrew Steinmetz, excusez-moi, je n'ai pas noté ici, ça n'a pas d'importance, mort en 1877, historien des Jésuites, qui soutint que le franciscain parlait de la langue japonaise et non de l'écriture chinoise. Cette idée, donc, du japonais comme langue du diable, fut par la suite souvent reprise et se retrouve encore maintenant chez certains auteurs, sans doute par un certain attrait de l'image gothique ainsi évoquée. On pourrait croire cette idée définitivement enfouie et réservée au cabinet des curiosités intellectuelles de l'histoire. Il est certain que nombreux, innombrables sans doute, furent les connaisseurs des langues chinoises et japonaises
qui récriminèrent contre les heures perdues à l'étude des caractères chinois, perdues pour eux, semblant faire peu de cas des richesses littéraires et philosophiques auxquelles ils donnaient accès. Mais on pouvait attribuer cela à des mouvements d'humeur vite dominés. Or, nous avons vu au XXe siècle, et encore actuellement, tout un courant de pensée qui ne fait en fin de compte que reprendre d'une part le mouvement lancé par les missionnaires autour de l'an 1600, notamment avec la grande activité d'édition en lettres romaines, en romagie, n'est-ce pas, en lettres gothiques et latines, inaugurée à Amakusa dans le sud du Japon entre 1591 et 1611, et cette activité qui se transporta par la suite en Annam et qui fut à l'origine de l'implantation du Kwaknu dont nous avons parlé ce matin, officialisé près de 3 siècles plus tard. Nous avons aux États-Unis notamment tout un courant de pensée assez virulent que nous pouvons résumer dans les positions de 2 grands sinologues, John de Francis, mort en 2009, et Victor Meyer, qui, Dieu merci, est encore très vivant. Nous n'avons pas le temps de traiter ici les raisons de cette mise au pinacle de l'écriture phonétique du chinois, qui repose aussi sur un mythe nullement étayé par une comparaison internationale, selon lequel il y aurait une corrélation entre la difficulté d'écriture d'une langue et le niveau d'éducation. Il suffit de voir les statistiques concernant le Japon, Taïwan, Hong Kong, Singapour, pour constater que ce raisonnement est pour le moins bancal, sans parler de pays appartenant à d'autres aires culturelles. Il est aussi quelque peu intrigant de voir donner comme illustration d'un passage réussi à l'alphabétisation du chinois la petite minorité des Dungan qui avait fui au-delà des Tien Shan à la fin du XIXe siècle, utilisateurs de l'alphabet cyrillique pour noter leur dialecte clairement proche du mandarin, mais qui notent une culture populaire religieuse avec fort peu d'éléments classiques. C'est un peu comme si l'on revenait au pinyin des années 1960 ou des années Hua Guofeng d'ailleurs, lorsque la littérature maoïste suffisait largement à satisfaire les besoins intellectuels. Nous pouvons réserver à une autre rencontre l'examen des conséquences sur la culture chinoise d'un passage au pinyin. Ce n'est d'ailleurs plus à l'ordre du jour. Et l'on peut dire que l'informatique, telle qu'elle fut développée au Japon et à présent en Chine, a sauvé l'écriture chinoise. Le traitement informatique des caractères chinois aurait même, au dire de certains, permis des progrès considérables à la science informatique elle-même. Du haut de mon ignorance, je ne peux que m'en réjouir sans pouvoir le confirmer. Mais quand bien même nous verrions d'un même mouvement la Chine, le Japon et la Corée, ce dernier pays a d'ailleurs déjà entamé le processus, qui est parachevé dans la partie nord du pays, si nous voyions ces 3 pays se débarrasser des caractères chinois, ils ne seraient pas débarrassés du Kambun, de la sinoglossie, pour autant. Elle resterait au cœur de la langue, en raison tout d'abord du vocabulaire des registres les plus intellectuellement élevés des langues, du vocabulaire historique, de l'immense océan de la littérature ancienne. Il est évident que toute éducation voulant aller au-delà des besoins économiques et techniques immédiats devrait en ce cas tenir compte de la nécessité de permettre l'accès à cette culture. Nous aurions alors une situation un peu analogue à celle des pays européens, du moins de ceux qui ont su préserver une filière classique dans laquelle s'enseigne le latin, voire le grec. Ainsi, la sphère sinoglossique ne saurait se dissiper sans laisser de traces. On comprend que ce terme ne concerne aucunement une question dont le débat peut être intéressant, mais peut être déplacé dans le contexte qui nous intéresse, qui pourrait pas être déplacé dans le contexte qui nous intéresse, à savoir la qualité ou la correction du chinois utilisé dans les différents territoires de la sinoglossie. La relation hiéroglossique n'est pas fondée sur une obligation de qualité de style, et de ce point de vue, la rupture entre la latinité médiévale et la latinité de la Renaissance est largement artificielle, car l'on trouvait des écrivains classicisants au Moyen Âge. De même, écrire en latin macaronique est toujours se situer pleinement dans la hiéroglossie latine, comme écrire en sino-japonais hybride, le hentai kambun ou le washu kambun, qui relève pleinement de la sinoglossie. Pour aborder l'époque moderne, traduire photocopieur, par exemple, par fukushaki en japonais, terme qui n'est pas très utilisé, mais qui répond au terme coréen beaucoup plus utilisé de poksagi ou de fuyinji en chinois, c'est se situer pleinement dans cette relation. Malgré la différence des termes ou des graphies, chacune des langues se conforme à un paradigme chinois de création de termes. Le japonais plus usuel, kopi-iki, est déjà hybride, avec le ki qui veut dire kikai, la machine. Le premier terme n'est plus motivé dans la sinoglossie,
et il se rapproche en ce sens du vietnamien usuel, semble-t-il, de My Photocopy, n'est-ce pas, qui veut dire la machine à photocopier, qui est en plus le produit d'un redressement syntactique auquel a fait allusion Philippe Papin ce matin, se voulant en réaction à l'emprise du chinois et plaçant le déterminant avant le déterminé. Mais même en inversant le terme et en remplaçant le terme sino-vietnamien par un mot purement vietnamien, mai pour qui, nous retrouvons, somme toute, un décalque de Fukushaki. Le chinois n'est pas loin derrière. Je voudrais terminer ces réflexions échevelées sur la sinoglossie et le caractère original que cet aspect de la hiéroglossie, fondé avant tout sur une relation écrite fondamentale réalisée oralement de façon diverse selon les langues sinoglossiques, et altérée en profondeur dans le cas japonais, mais en une altération qui instaure des liens d'autant plus étroits avec l'original que la manifestation de surface en est éloignée. Vous pourrez relire la phrase lorsqu'elle sera éditée. Je voudrais l'illustrer par un exemple qui me semble très frappant et que j'ai donné dans mon cours de cette année sur le Genji Monogatari. Je ne reviens pas ici sur l'importance qu'a le chant des longs regrets du poète chinois Po Chuyi, n'est-ce pas, le Changhong-ge, Chogonka, pour la narration, pour la trame même du Genji Monogatari. C'en est l'une des musiques de fond, pour ainsi dire, qui refait périodiquement surface pour souligner les temps forts du récit. L'un de ces épisodes majeurs est la mort de la mère du héros, Kiritsubo no Koi, dès le premier chapitre. À cette occasion, l'empereur dont elle fut la concubine récite un poème où il reprend sans espoir le thème du voyage du prêtre taoïste dépêché par le souverain chinois Xuanzong à la recherche de l'âme de Yang Guifei. Donc vous connaissez la triste histoire qui fait la trame de ce long poème pour la poésie chinoise. Et ce poème japonais, donc je vous donne ici, signifie à peu près « Si à sa recherche un magicien avait pu aller, même indirectement, je saurais enfin où demeure son âme. » Ce poème fait allusion au vers de Po Chuyi, tout en supprimant le sens taoïste. Le magicien, c'est Tao Shi, n'est-ce pas, dans le poème de Po Chuyi. On sait que l'apparition du magicien est le prélude à la seconde partie du poème chinois, qui décrit l'ascension du magicien à la recherche de l'âme de la malheureuse qu'il retrouvera dans le monde enchanté des monts Panglai, Horai-san. Et donc voici je crois que je vous donne ici voilà, le texte de Po Chuyi. Donc un visiteur à la capitale, un maître taoïste, vous voyez que Dao Shi est glosé par, enfin que Dao Shi constitue une explication de Hong Dukha. Ici, donc, le visiteur à la capitale. Donc, un visiteur à la capitale, un maître taoïste de Linxiong, donc, qui est une ville du Sichuan, capable de convoquer les esprits en pure loyauté, enfin, en tout cas de bonne façon. Il existe à présent un grand nombre de traductions du Genji Monogatari en langue non japonaise, mais les plus intéressantes pour nous sont sans conteste et de très loin les traductions en langue chinoise. Il en existe deux célèbres de ces deux personnes sur lesquelles je reviens ici. Il en existe deux célèbres, celle de Fang Zekai de Pékin et celle de Lin Wenyue de Taïwan. Publiées l'une et l'autre à peu d'années d'intervalle entre la fin des années 70 et le début des années 80, mais celle de Fang Zekai est bien antérieure, c'est la révolution culturelle qui a empêché sa publication. Il est fort peu probable qu'elle se soit influencée. Or, l'on voit les deux traducteurs, sans se concerter, opérer le même mouvement de retour à la source chinoise dans la traduction. Vous voyez tout d'abord la traduction de Fang Zekai, qui signifie à peu près « Je voudrais tant que vous vous transformiez en magicien taoïste ». C'est la traduction du poème japonais. Vous voyez à quel point elle est éloignée. « Je voudrais tant que vous vous transformiez en magicien taoïste pour trouver où réside l'âme de la défunte. » Et ensuite, la version de Lin Wenyue. « Comment trouverais-je un magicien taoïste qui, de l'empirée aux enfers, cherche le lieu de l'âme défunte et me la communique ?» Et vous voyez que dans les deux cas, ils n'ont pas employé pour magicien taoïste le mot de Tao Shi, qui serait trop évident, mais ils employaient la glose qui décrit Hong Dukha, n'est-ce pas, le visiteur à la capitale
c'est-à-dire qu'ils ont donné une locution absolument. Dao Shi n'aurait pas renvoyé directement au poème de Po Chui, tandis que Hong Du-ke, bien sûr que si. Donc, seule la traduction en langue chinoise permettait d'opérer ce véritable mouvement de restitution de l'altération japonaise à l'original. Si l'on voulait s'amuser à manier le paradoxe, on pourrait dire qu'ici, la traduction est une restitution, que l'original est la traduction l'original. C'est bien évidemment la relation sinoglossique qui permet une telle complexité et une telle richesse de résonance, précisément parce qu'il repose avant tout sur une forme écrite, ce qui fait que la traduction chinoise, effectuée en chinois classique, peut être lue à son tour par un lecteur japonais, comme du Kambun, et constitue ainsi une véritable glose du poème japonais. Est-ce alors une traduction? L'écriture des démons dont parlait Oyanguren est aussi, nous le voyons, l'écriture des magiciens du langage. Par les relations langagères à la fois subtiles, profondes et durables qu'elle instaure, la stenoglossie est un aspect particulièrement riche de la hiéroglossie. Je pense qu'il serait profondément injuste de priver l'Asie orientale de ce réseau herméneutique unique par sa complexité et par les possibilités infinies qu'il offre encore à la création et à la pensée. J'espère que notre réunion apportera une contribution bien méritée à la pleine reconnaissance de ce domaine linguistique, et je vous remercie de votre patience.